Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans After Sunday. Nous allons de nouveau débriefer en visio ce Grand Prix de Thaïlande parce que nos envoyés spéciaux Thomas Morcellino et Michel Turcot sont sur place. Ils étaient sur le circuit de Buriram où il s'est passé énormément de choses, beaucoup de polémiques à la suite de la non-attaque de Johan Zarco sur Pecco Bagnaia. Le débrief, c'est avec tout le monde, Margot, Eric, Michel, Thomas sur place et puis un invité spécial, Stéphane Paulus, pilote paraplégique qui, pour la première fois, a réussi à effectuer une course d'endurance parmi les valides avec un coéquipier lui aussi en e-sport. Puis, toujours notre partenaire Paddock GP dans ce débrief du Grand Prix de Thaïlande. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous dans After Sun. C'est le débrief du Grand Prix de Thaïlande, un débrief très attendu parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce Grand Prix, cette course MotoGP. Avec nous, évidemment, Michel Turcot, Thomas Morcellino, Margot Levanto, Eric Sélis, les habitués d'After Sunday, et un invité pour cette émission particulière, Stéphane Paulus, qui vient d'effectuer une course ce week-end en catégorie mixte. Stéphane, salut à tous. Salut à tous, Salut. c'est David. Salut. Salut. Stéphane, quelques mots sur ta course ce week-end en résumé. Ce week-end, effectivement, j'ai participé à ma première endurance. Voilà, on est passé à l'étape supérieure. Ça fait 10 ans que je fais des courses et que j'organise des courses handisport. C'est là ma première course en 2012 parmi les valides, à l'occasion de la Monster Race. Et à la suite de cette course, on m'avait interdit de rouler parmi les valides pour des raisons de sécurité. Donc, c'est de là que j'avais créé le championnat handisport depuis 10 ans, en championnat de France et en championnat d'Europe. Et je me battais depuis 10 ans, enfin, depuis 5 ans, depuis un projet que j'avais eu avec François Eterlet, l'ancien directeur commercial de Suzuki France, de faire le bol d'argent ensemble. Malheureusement, on n'avait pas pu arriver au bout parce que François nous a quittés avant la fin de ce projet. Mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête et j'ai jamais arrêté d'embêter les instances à la Fédé pour qu'un jour ils acceptent. Et ils m'ont enfin donné l'autorisation au mois de septembre donc, de participer au trophée Robert Doron. Et en plus de ça, c'est que j'ai même pas fait un équipage mixte, c'est qu'on a fait un équipage 100% handi. C'est-à-dire qu'on était deux pilotes avec un handicap. Donc moi qui suis paraplégique et mon coéquipier qui est amputé jambe gauche plus un plexus brachial bras gauche. Et vous êtes arrivé au bout, vous avez fait une super performance. On en reparlera plus tard, Stéphane, dans le Sunday Race Recap. Mais vous êtes parti dernier, vous êtes arrivé 8e. Félicitations, Stéphane. On y reviendra sur ta course. Mais là, on a une actualité brûlante qu'on va débriefer avec Michel Turcot et avec tout le monde, tous nos chroniqueurs habituels. C'est le Grand Prix de Thaïlande et c'est maintenant le débrief de Michel Turcot. On va parler bien sûr de la victoire, la belle victoire de Miguel Oliveira, mais on va avant tout parler, Michel, de la place de Johan Zarco qui aurait pu être meilleure. Tu nous expliques? Écoute, oui, on va commencer par le début. Donc, on a un Grand Prix qui se déroule sous la pluie, alors que tous les essais se sont finalement déroulés sur le sec, malgré les menaces orageuses qu'on a eues tout le week-end. Donc, sur la grille de départ, c'est un peu la panique parce que tout le monde part avec des réglages un peu à l'aveugle. On a nos deux contenders pour le titre qui sont Bagnaia et Quartaro qui étaient supposés se battre tous les deux aux avant-postes, contrairement à ce qui s'était passé à Motegi où il partait de loin. On a Bagnaia qui est sur la première ligne, on a Quartararo qui est quatrième, donc on imagine qu'on va avoir un duel sympathique. Et ben en fait pas du tout. On a Quartararo qui
qui se retrouve en grande difficulté. Enfin, on reparlera de lui un petit peu plus tard, mais donc hors des points. Et on a un Bagnaia qui part devant qui se retrouve très vite avec Oliveira, Miller et qui s'installe en troisième position. Et derrière, on a deux pilotes qui remontent, qui sont Marquez et Zarco. Et donc Zarco, sur les 5-6 derniers tours, est vraiment plus rapide que tout le monde. Et quand il arrive sur Bagnaia et Marquez qui sont ensemble, parce que Marquez a été le premier à rejoindre Pecco. Il double Marquez. Là, à ce moment-là, Marquez décroche un petit peu. On se dit, est-ce qu'il va tenter de passer Bagnaia? Eh bien, non, il reste derrière. Donc, d'où le débat, tout le débat de ce soir, David. C'est vrai que ça a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'en sont pris à Zarco, lui reprochant de ne pas avoir attaqué Pecco. Donc, puisque c'est mon débrief, je vais être le premier à donner mon avis. Hein. Voilà. Donc, Johan s'est expliqué là-dessus. Il a dit voilà, moi, alors les consignes, elles sont claires chez Ducati. Si tu joues la victoire, tu y vas. Si maintenant c'est pour une place d'honneur, même pour un podium, le mieux c'est de laisser Pecco devant parce qu'il joue le titre, parce que Ducati n'a pas été champion du monde pilote depuis 2007 avec Stoner et que Ducati a énormément investi. Ducati fournit 8 pilotes aujourd'hui, 4 équipes, et ils veulent ce titre à tout prix. Et donc assez logiquement ils demandent aux pilotes de la marque de supporter le leader qui est Bagnaia. Donc Johan a obéi à ses employeurs. Voilà, il a dit si j'avais été capable de jouer la victoire, j'aurais peut-être pris le risque, mais là, j'ai pas pris le risque d'attaquer Pecco en sachant qu'on est quand même sur une piste mouillée qui sèche sur la fin, des conditions un peu difficiles, donc il n'avait pas envie de tenter le diable et même s'il avait les moyens de doubler, il l'a pas fait. Donc voilà, il a obéi à ses employeurs et moi je trouve que c'est une décision respectable. C'est un employé de Ducati, il n'est pas payé par Pramac, hein, Johan Zarco, il est sous contrat avec Ducati. Ducati lui a tendu la main quand il était en galère en 2019. Voilà, Ducati le soutient, il a un statut, il a une moto officielle chez Pramac, il a un contrat pour l'année prochaine. Alors c'est vrai que quand on est français, on se dit ça fait râler quand même qu'un français n'aide pas notre français. Mais voilà, avant d'être français, Johan Zarco, il est pilote Ducati et on peut tout à fait comprendre sa décision et en tout cas son comportement ce week-end. Un mot encore sur la course. Marquez est revenu en forme. Est-ce que vous avez... Oui, il était même un petit peu plus vite qu'une seconde de retour. Maintenant, est-ce que s'il avait passé Bagnaia et qu'il s'était retrouvé derrière Miller, est-ce que Miller et Oliveira n'avaient un peu sous le coude, est-ce qu'ils auraient pu augmenter la cadence? Et encore une fois, il faut imaginer, voilà, il y a Bagnaia qui joue le titre, il est pilote Ducati, je veux dire, c'est pas forcément, il y pense, il est pas serein pour attaquer. Si Miller dans les 2 derniers tours avait ralenti pour laisser passer Bagnaia, là, je pense qu'on aurait pu crier au scandale. Maintenant que Johan reste derrière Pecco et prenne pas le risque de doubler, je vois pas en quoi on peut crier au scandale. Thomas, tu es d'accord avec Michel? Bon, vous êtes en Thaïlande tous les deux, vous avez pu vous concerter d'ailleurs. Oui, effectivement. En fait, ma première impression, c'est effectivement, ouais, c'est dommage d'avoir stoppé cette progression dans la roue de Bagnaia avec la remontée qu'il faisait. Voilà, après, quand tu écoutes la version de Zarco, qui est quand même le principal intéressé, effectivement, il dit clairement qu'il n'avait pas la moyen d'aller chercher la victoire et qu'il n'avait pas envie de tenter le diable en essayant de doubler Bagnaia. Et comme dit Michel, il est employé par Ducati. Et encore une fois, les intérêts de Ducati la prime parce que justement, il le justifie, il n'avait pas la possibilité d'aller chercher la victoire. En tout cas, c'était trop tard. Voilà, il est remonté dans la roue de Bagnaia trop tard et aller chercher... il aurait pu peut-être remonter derrière Miller et derrière Oliveira, mais après, il faut les doubler aussi. Donc, c'est pas non plus une mince affaire. Ça reste aussi de très bons freineurs. Donc, encore une fois, on peut comprendre que sa justification est claire et nette. Et voilà. Donc, moi, ça me choque pas dans le sens où, effectivement, cette consigne va dans le sens de Ducati. Et voilà. Vous étiez sur place, messieurs. Nous, on était en France. Margot, Eric et Stéphane aussi. Margot, je te laisse
d'abord t'exprimer. Est-ce que tu es d'accord avec Michel et Thomas ou est-ce que tu penses, toi, que Johan aurait dû aller chercher la victoire? Non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec Michel et Thomas. Et d'ailleurs, enfin, faut rappeler que c'est pas Zarco qui a blâmé parce que sur les réseaux sociaux, comme Michel l'a dit, on a vu beaucoup de choses passer et Zarco, enfin, s'est fait, enfin, limite parfois insulter et c'était pas du tout normal. Et je pense que le débat n'est pas du tout là. Maintenant, il a des consignes d'équipe. Enfin, il a des consignes de son employeur, comme Michel et Thomas l'ont dit, il faut les écouter, comme chaque salarié va écouter son chef normalement. Maintenant, peut-être que le débat, il a apporté peut-être autre part, peut-être sur Ducati, qui donne des consignes d'équipe, mais en même temps, on est dans un championnat où il y a certes, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Donc, c'est un peu compliqué, je pense, de donner son avis là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui font la comparaison forcément avec la Formule 1 et qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas que le MotoGP devienne comme la Formule 1. Mais maintenant, ils veulent un titre. Ils l'ont déjà perdu l'année dernière, donc ils mettent toutes leurs chances de leur côté et ça se comprend, même si on n'aime pas trop voir ça forcément parce qu'on veut que le sport passe en prime. Et forcément, quand tu es français, je pense que ça peut déranger de voir tout simplement Fabio à 1 contre 8. On peut dire ça comme ça, même si Bastianini, visiblement, d'après ce que Zarco dirait, ne respecterait pas tout le temps les consignes du Ducati. Toi, Stéphane, tu étais en week-end de course, mais tu as pu regarder ce Grand Prix. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Johan du fait de se ranger derrière une consigne d'équipe qui a été claire? L'attitude de Johan, de toute façon, elle est respectable, forcément. Je pense que lui, au fond de lui, doit aussi avoir la frustration de ne pas avoir été chercher le podium, hein. De toute façon, ça reste un pilote. Donc, après, il y a des consignes, il a un patron, c'est son employeur, et il doit les respecter. Mais ce n'est pas non plus à Johan de faire la course de Quartararo. Quartararo qui se retrouve 17e. S'il avait voulu marquer des points, c'était aussi à Quartararo d'assurer son championnat. Zarco, lui, il a son équipe, mais Quartararo, derrière, il doit assurer ses points pour éviter d'en perdre le moins possible face à Bagnaia. Donc, Zarco, bon, on est français, mais voilà, il a fait sa course, il gère son équipe et il a raison de fonctionner comme ça. Eric Sélis, même pragmatisme de ton côté par rapport à l'employeur? Ouais, en fait, dans la situation, il y a deux problèmes, dont un qui est sous-jacent. En fait, déjà, on juge Johan par rapport à Fabio, parce qu'il y a ce côté tricolore et il y a ce côté, c'est un Français qui joue pas la carte de l'autre Français. Mais comme vient de le dire Stéphane, il n'y a pas si longtemps que ça, Johan, il avait 90 points d'avance. Je pense que le doc me reprendra si je dis des bêtises, mais c'est Fabio qui avait 90 points. Oui, pardon, Fabio avait 90 points d'avance. Et voilà. Après, ce qui se passe, on l'a dit, on ne va pas le répéter, Johan, il a un employeur, il y a des consignes, mais en plus, les consignes, elles sont très claires, parce que après, on a vu revenir en disant, ouais, il s'efface, alors que Bastianini, lui, il ne s'est pas posé de questions. Mais quand Johan explique les consignes, elles sont très claires. Si on se bat pour la victoire, on peut prendre des points à Bagnaia. Si on ne joue pas pour la victoire, il vaut mieux le privilégier les points pour Pecco. Donc, ok, là, c'est la situation qu'on a eue ce dimanche en Thaïlande. Pour moi, il ne peut pas jouer la victoire parce que 2 ou 3 tours avant, il double une première fois Alex Marquez. Et quand il double Alex Marquez, il se rate et il perd 2 ou 3 secondes. Je pense qu'il faudrait le reprendre dans le tour par tour, mais il se rate, il perd 3 secondes. Ces 3 secondes-là, s'il les garde, je pense que la physionomie de la fin de course, elle est différente. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a une frustration, comme le dit Stéphane. Moi, je rejoins Stéphane. C'est frustrant pour Johan parce que dans ces conditions-là, il est juste irrésistible. Et c'était peut-être une occasion pour lui d'aller chercher cette première victoire. Mais après, il a un employeur, il respecte les consignes, il a fait sa course. Et comme l'a dit Michel aussi, s'il avait pris le risque de doubler Bagnaia et qu'il se rate et qu'il l'emmène par terre, alors là, ça aurait été encore pire. Et puis, comme l'a dit le doc, doubler Bagnaia, c'est une chose, mais après, il fallait doubler Miller, il fallait doubler Oliveira. Ouais, voilà. Et donc, de fait, en 4 tours, c'est beaucoup d'interrogations et c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, tu arrives au bout de la ligne droite, tu plantes les freins et tu passes. C'est pas évident. Johan, il est intègre, on le sait tous, et c'est un caractère franc et il n'y a pas de faux discours avec lui. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il pense ce qu'il pense, et il a bien raison de le penser, mais clairement, il est absolument pas à blâmer. Et s'il y a quelqu'un qui est droit dans le paddock, je crois que c'est lui.
Très bien, très bien. On va redonner la parole à Michel parce que c'est son débrief après tout, mais c'était important d'entendre l'avis de tout le monde. Michel, il n'y a pas eu que ça dans ce Grand Prix. Non, il y a pas eu que ça. Il y a eu la victoire d'Elvira. Mais un dernier mot sur cette affaire. Bon, parlons un peu de Ducati quand même, parce que bon, c'est vrai, on reproche à Ducati ces consignes, cette politique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ducati est en train de tuer le championnat. Comme Daligna avait tué la catégorie 250 quand il était à la tête d'Aprilia, il a dégoûté les Japonais, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, est-ce qu'on va reprocher à quelqu'un d'avoir des bonnes idées, d'être créatif, d'innover, d'être agressif dans une politique sportive? Est-ce que ça serait pas plutôt les Japonais qui seraient à blâmer? Est-ce que ça serait pas plutôt Yamaha et Honda qui sont incapables de tenir aujourd'hui la dragée haute à Ducati? Pourquoi Yamaha aligne une deuxième équipe avec un Darin Binder qui arrive du Moto 3, avec un Dovizioso au départ qui était plus dans le coup, tout le monde le savait, et l'année prochaine on décide d'avoir que deux motos. Je veux dire, là, c'est Yamaha qui se donne pas les armes pour lutter contre Ducati. De la même manière, on pourrait tenir ce même discours par rapport à Honda. D'ailleurs, Marquez hier soir nous disait que, en lui demandant qui était d'après lui le favori entre Quartararo et Bagnaia, il a répondu c'est Ducati. Voilà, aujourd'hui lui-même le dit. Sans une réaction de Honda, il n'est plus capable de faire la différence comme il a fait par le passé. Clairement, aujourd'hui, Ducati a la meilleure moto. On a encore vu Bezzecchi faire la pole position. Voilà, il y a une moto tous les jeunes qui montent sur cette moto sont performants avec. Mais voilà, c'est Ducati fait le boulot et on peut comprendre qu'aujourd'hui Ducati a envie d'avoir un retour sur investissement et ce titre pilote, ils le veulent et voilà, et donc ils demandent à tous leurs pilotes de jouer le jeu. Encore une fois, ce sont des pilotes qui disposent de la meilleure moto du plateau grâce à Ducati, donc c'est un peu normal aussi qu'ils jouent le jeu, quoi. Voilà. Bon, refermons la parenthèse Ducati, enchaînons comme Stéphane l'a judicieusement aussi dit, si Quartararo aujourd'hui se retrouve avec 2 points d'avance, c'est avant tout parce que il n'a pas marqué de points en Thaïlande. Je veux dire, c'est aussi à lui de faire sa course. En l'occurrence, là, il est complètement passé à travers. Alors, hier soir, il était tellement vexé et frustré qu'il s'est pas exprimé ni avec les télés ni avec la presse écrite, ce qui a fait un mini scandale chez Yamaha parce que bon, nous, que ce soit Thomas, moi, d'autres journalistes qui font le déplacement en Thaïlande pour avoir accès aux pilotes, quand ils refusent de nous parler parce que ça va mal, personne n'est content. Donc voilà, il n'a pas été très pro sur ce coup-là, Fabio, même s'il est très déçu, il doit aussi assumer. Il doit assumer son boulot, quoi. Hein. Il est payé par Yamaha aussi pour quand ça va mal. Bref, Gubellini, son chef mécanicien, a expliqué que voilà, ils sont retrouvés, même eux, hein, hier soir à 19h, au moment où tout le monde pliait pour aller prendre les avions, parce qu'ils ont été les premiers à partir, ils avaient même pas pu parler avec Fabio. Il a même pas discuté avec son équipe. Alors Crutchlow a expliqué qu'ils ont eu des gros problèmes de pression de pneus, de grippe. Voilà, ils avaient 0 grippe, ils ont rien pu faire. Morbidelli, ça allait quand même un petit peu mieux tiré, ce qui est surprenant au demeurant. Mais voilà, la Yamaha n'a pas fonctionné. Le fait de ne pas avoir roulé aux essais sur le mouillé, ils sont partis à l'aveugle et ils avaient vraisemblablement des réglages qui étaient à côté de la plaque. Maintenant, ça, c'est aussi leur responsabilité, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un grand prix à oublier pour Yamaha et voilà, il reste 3 courses et ça va être extrêmement difficile pour Fabio de rester devant jusqu'à la fin du championnat, quoi. La victoire, elle n'est pas revenue à Ducati, c'est Oliveira sur KTM, donc bon point encore une fois pour le pilote portugais. Ouais, et ben il a fait la même course qu'il avait faite en Indonésie en début de saison dans les mêmes conditions. Voilà, il est super à l'aise sur le mouillé et il a gagné, c'est un joli clin d'œil parce que c'est lui qui offre 2 victoires cette année à KTM alors qu'il a été écarté quand même pour laisser sa place à Milan l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, comme il s'était imposé en Indonésie, il gagne de la même manière. Et bon, n'oublions pas que la dernière fois, c'est Quartararo qui s'était classé 2e dans les mêmes conditions. Donc c'est vrai que là aussi, c'était un peu chez Yamaha, ils ne comprenaient pas pourquoi en Indonésie, même s'il y avait un meilleur grip, on est capable de faire un podium et on se retrouve hors des points en Thaïlande, quoi.
de la même manière, Fabio avait. Enfin, je reviens un petit peu sur Fabio, hein, mais c'est vrai qu'un Motegi en FP3 sous la pluie, il est dans le top 3. Donc là, c'est vrai que personne comprend ce qui s'est passé hier, quoi. Il n'y avait pas normalement, quand toutes les séances ont été faites sur le sec et que la course se dispute sur la pluie, pendant un moment, il devait quand même y avoir un warm-up. Ça a été abandonné, ça? La pit lane a été ouverte pendant 10 minutes. Donc, c'est sûr, c'est pas énorme, certes, mais ça permet aux pilotes de faire autant de tours qu'ils le veulent pendant 10 minutes. Donc, ils ont fait des tours de reconnaissance. Ils ont eu la possibilité, en tout cas, d'évaluer les conditions et ensuite de faire leur choix sur la grille ensuite. Ça corrobore ce que dit Michel, c'est que sur les dernières courses où on a vu Fabio sous la pluie, on a vu qu'il avait fait des progrès. Et le fait d'avoir que 10 minutes, entre guillemets, de pit lane ouverte, ça suffit pas à mettre le point sur un réglage ou alors c'est un coup de bol énorme, quoi. Après, bon, les autres s'en sont mieux tirés. Juste 2 secondes. Après, bon, le début de course, il y avait vraiment beaucoup d'eau sur la piste. En plus, Fabio, il n'a pas de bol parce qu'il se fait un peu sortir par Miller dans le premier virage. Donc, il perd immédiatement. Il est 17 ou 18e à la fin du premier tour. Donc là, il se retrouve, il voit absolument rien. Hein. Les projections d'eau étaient infernales. Donc, c'est vrai que pas en confiance, on voit rien sur la piste. Même beaucoup de pilotes ont dit que c'était même limite dangereux de rouler dans ces conditions. Voilà, c'est vrai que tout ça mis bout à bout a donné cette course catastrophique pour notre champion du monde, quoi. Alors, quelques mots encore sur la course. Marquez est revenu en forme. Est-ce que vous avez eu le temps de le rencontrer, Marquez, et d'échanger avec lui? Alors, écoute, David, moi je l'ai vu un bon moment hier soir. Marquez, il était super content de son week-end parce qu'il dit que, enfin voilà, il a encore progressé physiquement et surtout on l'a vu aux essais sur le sec. Piloter comme on l'avait plus vu depuis 3 ans. Hein. Il arrive à rattraper des trucs improbables avec sa moto. Il a encore mis les autres pilotes Honda à l'amende. Voilà, il a retrouvé son niveau, son attaque, son pilotage, mais comme il le dit, aujourd'hui, la Honda, elle est vraiment dépassée par la Ducati. Et ce qu'il arrivait en étant le meilleur pilote du plateau, ce qu'il arrivait à compenser il y a 3 ans, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Si sa moto ne progresse pas, c'est impossible de battre une Ducati aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est ce qui est personnellement ce qui m'inquiète, c'est qu'on se dit si d'ici 2 ans les Japonais ne font pas de progrès, ça veut dire que tous les pilotes vont vouloir des Ducati, comme tous les pilotes voulaient des Aprilia en 250 il y a 15 ans, quoi. Alors, on est avec Stéphane Paulus, qui est pilote Suzuki. Stéphane, tu es sponsorisé par Suzuki. Suzuki, cette année, a annoncé son retrait de toute compétition. Mais on a vu Danilo Petrucci de retour sur Suzuki dans le paddock. Ça fait plaisir de revoir ce pilote. Oui, bah, ça fait plaisir. Alors, j'étais un peu surpris qu'on mette un pilote Ducati sur la Suzuki en fin d'année comme ça. Pour faire une piche, ça fait plaisir, nous, en tant que spectateur, de le revoir rouler, mais surpris de le voir sur la Suzuki. Bon, bah écoute, c'est toujours bon de donner l'occasion de piloter une MotoGP quand on s'est retiré, quand on s'est retiré comme ça du MotoGP. Et après, oui, Suzuki qui s'est retiré du MotoGP, qui s'est retiré de l'endurance. Ils sont plus en cross, ils sont plus dans aucun championnat dans la moto. Suzuki, c'est pas retiré de l'endurance, Stéphane. Alors, Suzuki, c'est pas retiré de l'endurance. Le Japon, voilà, parce qu'il y aura des Suzuki, on espère qu'il y aura des Suzuki. Normalement, tout devrait se faire pour qu'il y ait des Suzuki. Suzuki France va tout faire pour soutenir le CERT et qu'il y ait des motos en endurance l'année prochaine. Voilà, mais ils sont plus en MotoGP, ils sont plus dans les championnats motocross. Ils réduisent et ce qu'il faut savoir, c'est que le MotoGP était financé à 80% par l'automobile. Et aujourd'hui, ils prennent d'autres directions. Sur les nouvelles énergies et sur les motorisations, sur l'électrique. Donc, je pense que les budgets, ils les ont récupérés là pour les réinvestir dans d'autres programmes dans l'avenir. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu peur d'ailleurs, parce que ça fait 5 ans que je suis avec eux et ils m'ont renouvelé. Donc, je pourrais même déjà en parler pour 2023 et je continuerai encore avec Suzuki. Donc, ils gardent aussi un pied dans la moto et le handisport à travers ce qu'on fait. Ouais. Ouais, très bien, très bien. Michel, un petit mot, vous avez pu, toi et Thomas, croiser Danilo Petrucci aussi?
Ouais, il est super heureux Danilo d'être là. Bon, c'est vrai, pas de grosses ambitions, même si certains se sont dit il pleut, il va faire un truc. Après voilà, il est monté sur cette moto, il n'y avait pas de réglage pour lui. C'était plus un petit coup de pub de Lio Suppo pour qu'on parle un peu de Suzuki que peu de choses. Hein. Il y avait pas Danilo, ça a été le Dakar avec KTM, le moto américain avec Ducati et puis un dernier Grand Prix avec Suzuki, quoi. Une belle année pour lui, quoi. On a parlé de toutes les marques. Un mot sur Aprilia aussi. Très compliqué. Ils n'ont pas tous les essais là, ils ont pas trouvé de réglage convenable. Pas arrivé à faire fonctionner les pneus, donc c'est vrai qu'ils étaient en galère tous les deux, quoi. Hein. Et sous la pluie, on va dire que ça a été peut-être moins pire que si ça avait été sec. Et du coup, les problèmes de Fabio font que Aleix quelque part, il reste toujours dans le game, même si on a un peu du mal à imaginer champion du monde en fin d'année, même si la prochaine course à Phillip Island, on peut l'imaginer se battre pour la victoire. Mais bon, ça, je vais laisser le doc en parler parce que sinon, il va dire que je raconte tout. Alors Doc, quelques notes à distribuer dans ce Grand Prix de Thaïlande très animé. Bah écoute, est-ce qu'on a parlé de Miller, de notre élève Miller, notre fil rouge depuis le début de la... L'élève Miller a une bonne moyenne, hein, Non, bah oui, Miller, alors quelle note lui donner je pense que je vais encore faire débat, mais je pense qu'un 8, ça suffit amplement parce que aux essais, il fait une 7e position. Enfin au qualif, pardon, comme au Japon. On se sentait un petit peu plus au retrait qu'au Japon, même s'il était là, mais en course, il montre que ces conditions-là, il est toujours très très fort. Donc on aurait pu imaginer un doublé, c'est-à-dire faire le doublé Japon-Thaïlande. Il n'a pas réussi face à un Oliveira qui était quand même un peu plus fort hier. Je pense qu'on peut lui mettre une très bonne note. Ça reste une belle performance. Très bien. D'autres notes sur le carnet? Est-ce que tu veux que je donne des mauvaises notes? Forcément, on attend tous les cartons. Les cartons, là, pour une fois, on va pas mettre un carton à KTM parce qu'ils ont fait un très bon week-end, mine de rien. Quel pilote sur lequel tu voudrais que je... Alors, moi, j'aurais voulu une note sur les pilotes dont on n'a pas beaucoup parlé. Par exemple Viñales. Viñales, c'est compliqué parce qu'il a fait, effectivement, tous les deux, comme disait Michel, les deux pilotes Aprilia ont été un peu, ils ont été carrément en dehors du coup tout le week-end jusqu'à la course. Ils n'ont pas été tous les deux, il n'y en a aucun des deux qui a été en Q2. Et par contre, Viñales, il a fait une excellente course puisqu'il termine 7e en partant de très loin sur la grille, dans des conditions dans lesquelles il n'est pas forcément très à l'aise non plus. Donc ça reste une très belle performance. Donc lui mettre une mauvaise note, ça serait quand même, on va dire, un peu abusé, mais non, mais on lui met la moyenne, allez. La moyenne, c'est bien. Une dernière note pour Bezzecchi? Ouais, là, c'est que des bonnes notes. Bezzecchi, effectivement, c'est le deuxième rookie cette saison à signer une pole position avec Fabio Di Giannantonio au Mugello. Pour un petit chiffre, c'est la première fois que ça arrive depuis 2006 que deux rookies signent une pole position durant une même saison en MotoGP. C'était à l'époque en 2006, souvenez-vous, c'était avec Dani Pedrosa, il y avait Chris Vermeulen aussi qui a fait une pole position et un certain Casey Stoner. Voilà, une belle année pour les rookies. Et donc là, cette saison, on a encore, comme disait Michel encore tout à l'heure, deux pilotes Ducati rookies qui débutent, qui font une pole position. Alors effectivement, les conditions de la pole position de Fabio Di Giannantonio ont été un peu particulières. C'était sur le séchant, c'était particulier, mais celle de Bezzecchi, là, il n'y a rien à dire. Il a signé le record du Tour en Thaïlande. Il est venu, on va dire, de nulle part parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Bezzecchi fasse une pole position comme celle-ci. Donc là, une très bonne note aussi, même si en course, effectivement, il rétrograde. Et il ne marque pas de points. Les conditions font que c'était un peu compliqué pour un rookie qui, sur le papier, n'a roulé que 2 fois en course sur le mouillé. Quoi. Voilà, avec la Thaïlande, avec l'Indonésie. Bonjour André. Salut David, salut à l'équipe.
Alors, ce Grand Prix de Thaïlande a été particulièrement animé et il a fait l'objet de plusieurs controverses, on va dire. Sur le paddock, évidemment, ça remue, mais sur les médias, ça réagit aussi beaucoup. Alors, ça réagit beaucoup parce qu'il s'est passé des choses, des choses très intéressantes. Johan Zarco a démontré que toute vérité n'était pas bonne à dire, alors qu'en fait, elle ne devrait pas choquer si on réfléchit un petit peu sur le contexte général à trois grands prix maintenant de la fin de saison. Dans évidemment, ce qui a suscité un vif intérêt, c'est tout simplement la vérité dite par Johan Zarco, qui ne peut choquer que les candides. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations. Je préfère parler de recommandations que de consigne d'équipe. Des recommandations de la part de Ducati depuis Misano, donc depuis que le patron Domenicali à Misano avait très peu apprécié le duel fratricide entre Bastianini et Bagnaia. Pourquoi je parle de recommandations? C'est parce que Ducati laisse quand même la marge de manœuvre à jouer contre Bagnaia à partir du moment où on peut gagner contre lui. Donc c'est déjà pas mal. Je veux dire, c'est déjà pas mal par rapport, par exemple, aux mœurs de la Formule 1 où il n'y a pas de débat du tout. Donc là, ça laisse rêveur sur ce qu'a fait Bastianini au Japon, par exemple, qui a attaqué Bagnaia pour une 9e place. Mais néanmoins, Johan Zarco a pris ses responsabilités. Ducati a récupéré Johan Zarco à un moment où il avait renoncé à KTM, avec une usine avec laquelle ça s'est mal passé. Il avait tenté le coup chez Honda et ça n'avait pas réussi, et il n'avait rien. Si je me souviens bien, c'est aussi par l'entremise de Claude Michy qui a fait en sorte qu'il rentre dans les bonnes grâces de Ducati. D'abord par Avintia pour se retrouver chez Pramac. Dire que c'est la reconnaissance par rapport à l'usine Ducati qui lui doit beaucoup aujourd'hui maintenant. Je pense qu'il y a une relation saine entre les deux. Il a pris ses responsabilités, il a joué la carte du groupe et c'est, à mon avis, c'est ma position, tout à son honneur. Jorge Martin a dit qu'à la place de Zarco, il aurait attaqué Bagnaia pour aller chercher le podium et voir la victoire. Je pense que tout ça, avec ses fortes têtes, si je puis dire, Daligna a fait un message clair sur son réseau social où il remercie très chaleureusement et très clairement Johan Zarco pour s'être retenu contre Beko Bagnaia. Il y a un article aussi qui fonctionne bien sur Paddock GP, c'est un article qui relate le fait que Aleix Espargaro reproche à Fabio Quartararo, lui, de ne pas prendre ses responsabilités. Bah justement, par Johan Zarco et Ducati, j'en arrive à Fabio Quartararo, qui a connu ce qu'il faut bien appeler un désastre en Thaïlande, un désastre tel que la presse italienne appuie bien dessus, car Corse di Moto, par exemple, le titre italien Corse di Moto, dit que Fabio Quartararo s'est effondré et ensuite s'est enfui. Car il est vrai qu'il a squeezé le point presse et même son staff technique chez Yamaha attendent toujours des explications sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Crutchlow et Morbidelli en parlent. Ce serait une montée trop grande de la pression du pneu avant qui a entraîné des problèmes d'adhérence. Mais j'en reviens à ce que tu disais par rapport à la prise de responsabilité. C'est que sur la grille de départ, parce que ça a été aussi un débat sur les conditions de piste à Buriram, qui était absolument incroyable, impossible quand on écoute les pilotes qui ont joué au milieu de peloton, où il y avait grand danger quand même. Alex Espargaro, comme on le connaît, impulsif, franc, mais sincère aussi, il a des défauts de ses qualités et inversement. Tu allais voir à Fabio Quartararo qui lui disait qu'il n'était pas content de prendre ses responsabilités et d'aller aussi dire à Capirossi et aux officiels qui étaient sur la grille, de dire aussi que les conditions de piste n'étaient pas franchement idéales pour tourner. Donc il y a cette côté de prise de responsabilité que l'on peut aussi mettre en parallèle par rapport à son refus de débriefer avec la presse et à son staff sur le coup de la déception. Pourtant, Fabio Quartararo, il a toutes ses chances, et notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à ce qui se passe chez Ducati. Ducati peut compter sur la VR46, ils l'ont dit, sur Johan Zarco, il l'a dit. Maintenant, Jorge Martin et Enea Bastianini même continueront à jouer leur carte, ils l'ont dit, il n'y a pas de raison que ça change, à moins de les enchaîner au fond du box, je pense qu'ils continueront à attaquer Bagnaia s'ils en ont envie et l'occasion. Après, il y a Jacques Miller aussi qui est revenu à 40 points, il ne faut pas l'oublier. On arrive en Australie, ça m'étonnerait que, au moins pour l'Australie, je pense qu'il veut gagner. Je pense que Fabio Quartararo, dans cette mêlée Ducati,
peut la jouer fine et peut espérer diviser pour mieux régner. Même si la Ducati, évidemment, est une moto largement supérieure à la Yamaha. Moi, je dirais que Pecco Bagnaia a tous les atouts en main maintenant, revenu à 2 points, mais sa main est fébrile, sa main tremble, et c'est pas sûr qu'il puisse jouer tous ses atouts intelligemment. Merci André. On va conclure avec un article qui fait aussi beaucoup réagir sur Paddock GP. C'est une vidéo en fait qui remonte à 2019, mais qui montre un mécanicien en train de molester Tom Bousamos. Et cette vidéo fait beaucoup réagir. Évidemment, elle intervient surtout après une autre vidéo de 2 mécaniciens de Max Biaggi qui avait empêché un pilote Tech 3 de prendre la piste. Cette attitude pose question. Alors, l'attitude des mécaniciens, évidemment, pose question, mais on constate que depuis l'incident d'Aragon avec les mécaniciens de Max Biaggi, visiblement, il y a un débat qui est posé. Parce qu'il faut contextualiser les choses. Maintenant, les vidéos semblent sortir. Alors, il y en a une qui était, on va dire, en état de flagrance, et l'autre qui ressort de 2019, d'un Grand Prix de Thaïlande aussi de 2019, qui ressort maintenant. Donc, on se demande pourquoi. Les langues se délient. Voilà, mais de toute façon, on peut se demander pourquoi, mais ça relate quand même des faits absolument condamnables, absolument incroyables, et qui n'ont absolument aucune place dans un paddock, dans un sport de haut niveau. Si on veut que le MotoGP arrive à un niveau international de la Formule 1, je pense qu'il va falloir effectivement se pencher sur la question. Alex Espargaro, qui est toujours lui, qui lui agit encore une fois avec sincérité, a demandé une réaction, et Dorna apparemment a ouvert une enquête. Je pense que Dorna, qui en 2023 va innover sur beaucoup de choses quand même. Sur la course sprint, 21 grands prix avec 2 pays nouveaux, Kazakhstan et Inde. Ces images peuvent motiver une sorte de sensibilisation de tout le monde à élever son niveau de jeu. Et en Moto 3, on constate quand même que ce qui se passe sur la piste et maintenant ce qui se passe sur le paddock, il y a quand même un sujet du Moto 3 quand même. Pour conclure, André, l'attitude de certains mécaniciens ne remonte pas à hier, hein, parce que moi, je me souviens de certains mécaniciens qui sortaient complètement de leur rôle à l'époque où nous autres journalistes étions invités. Et oui, ça existait, à essayer les motos GP. Et clairement, les mécaniciens avaient une attitude honteuse vis-à-vis des journalistes qui traitaient assez mal. Donc, on avait l'impression qu'ils donnaient de la confiture à des cochons. Mais bon, certains d'entre nous étaient pilotes. Donc, il n'y avait pas de honte à essayer ces motos-là. Donc, et les mécaniciens, clairement, étaient purement désagréables. C'était honteux. Voilà, c'est ma conclusion. Bien, voilà des mots forts issus d'une expérience personnelle, David, qui mérite à être versé au dossier des révélations du paddock. Voilà. Merci André, en tout cas pour ce débrief. Un peu plus long que d'ordinaire, mais c'était très, très instructif. Merci David et merci à l'équipe et à la prochaine. Salut. On commence par toi, Doc, tu as la parole, tu continues, et le coup de cœur du prof. Écoute, je vais faire un peu dans l'originalité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le Grand Prix de Thaïlande et qu'on n'a que très peu de représentants de la Thaïlande en fait, dans le paddock. Et il y en a un qui est Samkat Chantra qui signe la pole position, premier Thaïlandais à le faire. Désolé, Margot, si tu en parles juste après. C'est pas grave. Mais toujours est-il que on a vécu la course, on a cette chance là au Grand Prix, sur le circuit de Buriram, de pouvoir sortir de la salle de presse et de pouvoir être un peu comme à Valence, sur des tribunes et d'assister un peu à la course. Samkat Chantra, il est plébiscité par la foule thaïlandaise et sa chute a été un drame pendant la course. Ça a été voilà, donc pour moi ça reste l'image de ce Grand Prix parce que il était très attendu ce week-end et beaucoup de spectateurs. Même tout à l'heure, on était dans un café très loin de Buriram. Il y avait encore quelqu'un qui portait un t-shirt. Premier Thaïlandais à gagner en Grand Prix. Enfin voilà, donc c'est incroyable. Notre invité Stéphane Paulus, un coup de cœur pour ce Grand Prix de Thaïlande? Et pour moi, c'est Marquez parce que
Voilà, après tout ce qu'il a vécu, revenir, les déboires que Honda vit depuis son absence, et de le revoir jouer en haut de la feuille des temps en qualif et en haut de la feuille d'arrivée en course. Et voilà, moi, c'est Marquez. Je, voilà, je trouve ça vraiment beau ce qu'il fait, cette motivation. Et il dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer, hein. Donc ouais, je trouve ça beau pour Marquez. Très bien. Coup de cœur pour Chantra, pour Marquez. Eric Sélis a un coup de cœur pour toi. Coup de cœur, ça va pas être simple parce que moi, coup de cœur, j'aurais bien dit Johan, mais je pense que quelqu'un d'autre va le prendre. Donc, Vas-y, t'as la parole d'abord. non, mais moi, c'est Johan pour tout ce qu'il a fait. Comme l'a dit le doc, il a été vraiment constant sur tout le week-end. Il y a peut-être qu'en qualif où on aurait espéré peut-être le voir signer la pole ou peut-être décrocher une première ligne où sa 5e place peut paraître un petit peu, entre guillemets, bien sûr, décevante. Et puis après, encore une fois, c'est son départ qui aussi rajoute, si on veut rajouter à la polémique, son départ raté. Voilà. Mais par rapport à ce qu'il a assumé, par rapport à ce qu'il a fait en course, par rapport à ce qu'il a assumé derrière devant tout le monde et ce qu'il va assumer encore jusqu'à la prochaine course, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut que l'on supporte. Et moi, c'est mon coup de cœur. Et voilà. Très bien, le coup de cœur pour Johan Zarco. De la part d'Eric Sélis, Margot, ton coup de cœur à toi, on terminera par Michel. Bah, mon coup de cœur d'origine, c'était aussi Johan. Mais du coup, Eric Sélis a dit tout ce que j'allais dire. Mais donc, du coup, je vais me tourner vers Miguel Oliveira parce que, mine de rien, il remporte la course. Très belle course, très belle victoire. Michel, un coup de cœur de ton côté? Moi, ça va être Jack Miller. Qui fait, voilà, il gagne au Japon, là il fait deuxième, il s'est pas posé de questions quand il fallait doubler Bagnaia, il a joué crânement sa chance. Il est toujours dans le coup, mine de rien, mathématiquement, il reste titrable. C'est son 7e podium de la saison. Et puis dans 15 jours, il y a Phillip Island où il va être attendu, je pense, en héros. Voilà, je suis curieux de voir s'il va succéder à Stoner à Phillip Island. Et puis j'oubliais, il se marie la semaine prochaine aussi. Ah oui. Voilà. Grosse année pour Jack Miller. Grosse année, ouais. Doc, est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer? Oui, j'ai quelques chiffres, bien sûr. Alors, l'instant stat avec toi, avec Doc. Eh bien, ça aurait pu être un 16e podium pour Johan Zarco, puisqu'il en compte 15 en MotoGP. Prends ta rubrique, Doc, réagis. Ouais, non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma question est, est-ce que tu as des chiffres sur Johan? D'autres chiffres? Ce qu'on peut dire, mine de rien, c'est que ça reste quand même son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Allemagne, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est depuis qu'il fait deuxième. Très bien, Doc. D'autres chiffres? Oui, bien sûr, mais toujours sur Ducati. Le problème, c'est que maintenant, on commence à être un peu habitué aussi à ça. Ducati, 13e pole position ce week-end. Donc, c'est un nouveau record pour l'usine sur une même saison en MotoGP. On est sur une série de 37, ouais, plus d'une 30, enfin plus de 35 maintenant, première ligne consécutive. Et surtout, on est maintenant sur l'usine commence à jouer avec les constructeurs qui sont là depuis maintenant des années. C'est-à-dire que là, ils arrivent à 28 podiums cette saison. Et le dernier constructeur à avoir fait 28 podiums sur une même saison, c'est Yamaha en 2015. Et là, maintenant, s'ils arrivent on peut imaginer que d'ici la fin de saison, ils en rajoutent quelques-uns. Le constructeur qui a plus de 28 podiums, le dernier constructeur à avoir plus de 28 podiums sur une même saison en catégorie N, c'est Honda en 2013 avec 30. Voilà. Là, on voit ce que fait Ducati. Alors, c'est sûr qu'ils ont 8 pions d'alignés, contrairement à l'époque où il y avait peut-être que 4 Honda ou 4 Yamaha. Mais voilà, la force de frappe de Ducati montre que sur un autre niveau cette saison. Ok, d'autres stats peut-être? Je pourrais en avoir, mais je veux pas déflorer ce que va dire Margot. C'est pas vraiment une stat. Ce qu'il faudra dire, Margot, si tu m'excuseras, mais c'est que Izan Guevara, avec la performance qu'il a fait ce week-end et avec la contre-performance de son coéquipier, fait qu'il peut être titré la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 10 jours, en Australie. Donc, il a déjà une première balle de match, et donc on pourrait déjà fêter, même si ça reste compliqué,
pourrait déjà fêter un titre la semaine prochaine en Australie. Eh bien, tu parlais de Moto 2, de Moto 3. On va passer tout de suite à la rubrique de Margot et ensuite on passera au Sunday Race Recap. Margot, Moto 2, Moto 3, c'est maintenant. Alors, Margot, le Moto 3, c'est habituel. Maintenant, on commence par la petite catégorie avec une domination de Foggia. Oui, la domination de Foggia qui est montée en puissance progressivement ce week-end et qui a réalisé la 3e pole position de sa carrière. Et c'est la première fois qu'il la transforme en victoire. Et c'est aussi sa 4e victoire. Et pour rester dans les chiffres pour ce début de débrief, c'est la 3e victoire pour lui en 6 courses. Donc c'est dire à quel point il est très performant en cette fin de saison. Et c'était un peu du grand Foggia. Il était imbattable ce week-end. Il a su garder les avantages de sa pole position et il a imprimé un rythme très très fort. Bon, j'ai pas les données du rythme parce que comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu de données pendant 10 tours. Il y avait pas d'affichage pendant une dizaine de tours. Mais bon, il était très très rapide, on l'a vu. Il a peut-être fait 2-3 erreurs où Sasaki a pris l'avantage, mais directement après, l'Italien reprenait les devants. Et voilà, c'est comme je disais, c'est du grand Foggia où il prend le départ, il est premier, il domine toute la course et personne ne peut venir le déranger. Et d'ailleurs, Denis Foggia m'a fait mentir, et c'est tant mieux pour lui, parce que la semaine dernière, je disais que dès qu'il faisait un podium, et ben, il était hors du top 10 la dernière fois, enfin la course d'après. Et là, cette année, ce Grand Prix, pardon, il gagne, sachant que la semaine dernière, il était 2e. C'est dommage d'être aussi performant à la fin de saison et d'avoir eu des mauvaises performances plutôt en début de saison et d'avoir connu aussi des problèmes mécaniques et techniques, c'est ce qui lui coûte la bataille, on va dire, pour le titre en cette fin de saison. Et c'est dommage de le voir aussi performant et de ne pas pouvoir aller chercher peut-être ce titre, sachant que d'ailleurs, c'est le nouveau 2e du championnat. Et on va parler de Sergio Garcia juste après. Oui, et avant ça, on va peut-être parler de Sasaki et de sa régularité à l'inverse. J'en parle beaucoup de cette régularité de Sasaki. Je ne vais pas me répéter comme je dis depuis plusieurs semaines, mais c'est son 3e podium d'affilée pour le Japonais. Il avait fait 2e, 3e, et puis là, ce week-end en Thaïlande, 2e. Il est vraiment impressionnant. Donc c'est son 8e podium de la saison. Et il peut d'ailleurs essayer d'être dans le top 3 du championnat à la fin de l'année, parce qu'il a 15 points tout simplement de Garcia. Et la saison prochaine, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu d'information comme quoi il ne resterait pas en Moto 3. Donc, il est là, il est en Moto 3 l'année prochaine, visiblement. Garcia, Foggia et Guevara, eux, montent en Moto 2. Donc, l'année prochaine, je ne m'avance pas trop, mais je pense que ça peut être l'un des grands favoris pour le titre. Et Ricardo Rossi signe son premier podium avec le team 658. Donc, il a réussi à imprimer à suivre le groupe de tête, donc en l'occurrence Denis Foggia, puisqu'il n'était pas beaucoup encore une fois. Et le fait de rester dans le même rythme plus ou moins l'a permis d'être à l'abri des attaques qui pouvaient y avoir derrière. Cette année, il n'avait pas fait mieux que 6e. Et c'est globalement sa meilleure saison en Moto 3 depuis 2019. Il est actuellement 11e au championnat et lui aussi peut rentrer dans le top 10 peut-être à la fin de saison s'il réalise encore de bonnes performances. Et aussi, c'est le 2e podium avec 2 Honda de l'année en Moto 3. Le dernier, c'était aux États-Unis avec Denis Foggia et Andrea Mignot, sachant que Ayumu Sasaki a quand même expliqué que les Honda étaient bien meilleurs que les KTM sur ce circuit cette année. Ok, un petit point sur la bataille pour le titre et on passera au Moto 2. On fait court. Oui, je ne vais pas trop redire ce que Thomas a pu déjà annoncer, mais donc en fait, Sergio Garcia a peut-être encore une fois vu ses chances de titre s'éloigner, puisqu'il a chuté dans le premier tour, il n'a pas pu éviter le high side d'Adrian Fernandez. Donc l'année dernière, c'était Darren Binder qui avait un peu fauché Denis Foggia et qui avait offert le titre à Pedro Acosta. Là, Garcia est encore dans une mauvaise position et il voit Fernandez un peu plus encore lui retirer ses chances. Bon, il faut dire que Sergio Garcia et aussi d'ailleurs Izan Guevara partaient pas sur un super bon week-end parce qu'ils étaient vraiment en difficulté, ils n'étaient pas forcément à l'aise. C'est la première fois de la saison où les 2 pilotes Aspar étaient en Q1 et Garcia n'a pas réussi à s'en sortir puisqu'il est parti de la 20e position, tandis que Guevara, lui, a quand même réussi à passer en Q2. Donc Guevara, malgré tout, au final, lui qui était fatigué physiquement parce que c'est la 3e course de suite, qui avait du mal sur sa moto, c'était compliqué vraiment pour eux.
il repart avec les points de la 5e place, donc 11 points, à 56 points devant Sergio Garcia et à 49 points devant Denis Foggia. Donc, s'il gagne, s'il gagne dans 2 semaines en Australie, comme l'a dit Thomas, il est sacré champion. Ok, on passe au Moto 2 avec la course la plus courte de la saison, 8 tours seulement. Oui, course très très rapide et il y a certains pilotes qui n'ont même pas pu prendre le départ sur la grille, comme Albert Arenas, parce qu'il y a eu 5 minutes rajoutées, parce que c'est au moment de cette grille où il y a commencé à avoir ce déluge qui a fait retarder l'autre course, enfin la course MotoGP après. Il y avait cette incertitude de savoir si on se mettait en slick ou si on gardait les slicks ou si on chaussait les pneus pluie. Puis il y a certains qui n'ont pas eu le temps de tout changer. Et donc cette course a été réduite à 16 tours de base. Sauf que c'était de plus en plus dangereux. On l'a vraiment vu. Enfin, c'était limite une rivière. De ce qu'on pouvait voir à la télé. Je ne sais pas vous comment vous l'avez perçu, Thomas et Michel, mais il y avait beaucoup d'aquaplaning pour les pilotes. Cameron Bobier, notamment, on a payé les conséquences. Et il y a eu pas mal de chutes. Et oui, de toute façon, même Johan Zarco le disait pendant son débrief qu'il y avait pas mal de choses à gérer, effectivement, les aquaplaning, la visibilité. Il n'y a pas eu tant de chutes que ça. Enfin, je m'attendais à plus de chutes parce qu'il y en a eu 5. Ça fait quand même beaucoup en Moto 2, mais il y aurait pu en avoir plus quand même. En MotoGP, c'est un chiffre que je peux rajouter. En MotoGP, il n'y a eu que 2 chutes qui sont à déplorer. Et sur l'une des 2, Luca Marini, qui est quand même remonté, il a fini la course. Et depuis ses débuts en MotoGP la saison passée, il a toujours terminé toutes ses courses. Pas forcément dans les points, mais il a toujours terminé ses courses. Voilà, c'est le coup de chapeau du Grand Prix. D'un Italien à l'autre, Tony Arbolino a gagné. Oui, la victoire italienne, c'est le pilote qui a su tirer son épingle du jeu et c'est sa 2e victoire de la saison. Il partait 2e et dans le premier tour, il est quand même redescendu à la 9e position et il s'est habitué aux conditions au fur et à mesure, c'est ce qu'il expliquait. Et il a commencé à remonter très, 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 très fort et il a quand même joué son coup parce qu'il a pris la tête de la course à peine une dizaine de secondes avant que le drapeau rouge soit sorti. Il a pris la tête de la course, c'était Philippe Salac qui était premier. Et il a expliqué que même si la course continuait, il sentait que la victoire était pour lui. Et honnêtement, s'il chutait pas, vu comment il avait un bon rythme et vu comment il était fort, ça pouvait vraiment être possible. Et au final, il a quand même gagné, même s'il n'a eu que la moitié des points qui ont été attribués. Ouais, Philippe Salac, c'est première pour lui, un podium. Premier podium, 2e position. C'est le seul Tchèque d'ailleurs de la grille, MotoGP, Moto 2, Moto 3 et aussi en Moto 1. Et lui, il partait pas aussi haut sur la grille puisqu'il était en 12e position. Et c'est une très belle course, c'est sur des conditions qu'il apprécie particulièrement, sachant que sa meilleure performance pour l'instant, c'était une 9e place à Silverstone. Philippe Salac, qu'il ne faut pas oublier, c'est un rookie cette saison, il a passé 3 ans en Moto 3 et donc a pu aussi prendre les commandes de la course. Donc c'était une première dans plusieurs sens, on peut le dire. C'est aussi une première encore pour Gresini, qui signe son premier podium de l'année en Moto 2, pas en MotoGP, mais en Moto 2. Et d'ailleurs, Philippe Salac qui a dédié ce podium à Jason Dupasquier qui nous avait quitté l'année dernière. Et pour terminer sur ce podium, c'est Aaron Canet qui le complète. Donc pour une fois, ce n'est pas une 2e place, mais une 3e position, c'est ce que je disais aussi la semaine dernière. Et lui aussi partait loin sur la grille, puisqu'il partait en 18e position, et c'est son 8e podium cette saison. Et on va terminer avec la désillusion dont tu as parlé, Thomas Somkiat Chantra, donc pole position, et puis c'est sans répéter ce que Thomas a pu déjà dire, c'est vrai que c'était la première pole position d'un Thaïlandais, mais c'est surtout que c'était à domicile. Donc ça donnait encore plus d'entrain. Il l'a signé en 1 minute 35 et 625 millièmes. Et il avait toutes les cartes en main pour performer avec le public. Et visiblement, de la télé, on pouvait peut-être pas aussi bien le ressentir que ce que Thomas et Michel étaient là-bas et pouvaient le voir. Mais voilà, malheureusement, c'est tragique pour lui, mais il a une fois de plus montré de quoi il était capable. Et au championnat, c'est aussi serré, encore plus serré qu'en MotoGP ? Oui, parce que c'est seulement pas 2 points, mais 1,5 points entre Augusto Fernandez et Ayugura, qui ont terminé respectivement 7e et 6e. Et eux, en fait, ils n'ont pas marqué beaucoup de points, parce qu'ils ont marqué 4,5 et 5 points. Donc, encore plus serré. Et
les courses prochaines risquent d'être très très intéressantes, les 3 courses prochaines. Merci Margot. Thomas, un championnat aussi serré à 3 courses de la fin, c'est arrivé récemment? En MotoGP, on a 7 prétendants à la couronne. Je crois qu'ils étaient beaucoup plus en 2020 après en fin de course, en fin de saison comme celle-ci. Donc, si tu veux, on est sur quelques années très très serrées. On va passer au Sunday Race Recap. Il y avait des courses ce week-end en France. Le Sunday Race Recap avec Eric Sélis. Il y avait du promosport ce week-end. Ouais, c'était la finale des Coupes de France promosport à Pau Arnos. Alors, comme en Thaïlande, comme à Singapour, le départ des courses a été retardé, mais pas pour la pluie à Pau Arnos. C'était parce qu'il y avait du brouillard dimanche matin et du coup, il a fallu attendre que le brouillard se lève. Voilà, ça peut paraître assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc oui, en fait, il y a eu toutes les finales et donc il y a eu la pluie des titres. En promo 1000, c'est finalement Benjamin Coyot qui s'impose de 7 points par rapport à Hugo Girardet. En promo 600, on rappelle qu'il y avait juste le titre 500 qui avait été attribué de cela à la course précédente. Donc ça, c'était fait. En 600, eh bien, c'est Ilyes Blanchard qui s'est imposé à 276 points contre 265 à Florian Réau. On disait que les écarts étaient très serrés au championnat. Là, sur les Coupes de France Promosport, ça a été également le cas. En 500 Cup, là, c'était fait depuis longtemps. Maxime Feutz qui avait gagné 12 courses sur 12, donc il était champion et titré, donc il n'y a pas eu débat à Pau. En promo 400, eh bien, c'est Michael Bousseau qui s'est imposé, là encore, écart minime, 6 points seulement entre Michael Bousseau et Théo David, 348 pour 342 points. En moto 5, c'est le jeune Gabin Conté-Cousin qui s'est imposé. Bon, là, la marge est un petit peu plus large. Et puis, en promo 125, là aussi, il y a eu un beau champion, la personne de Valentin Mathieu, et toujours que 10 points d'écart avec Arthur Massy. Donc, voilà, ça a été des finales très, très disputées et très, très serré. Et en promo master, c'est Cédric Desmaris qui s'est imposé et qui a remporté ce championnat. Et puis la dernière catégorie, le sidecar, avec finalement le podium final et la victoire pour Fenoy Casas et Lafont. 250 points pour Crochet et Pachou, 248 points. Tu vois, là encore, ça a été hyper serré et ça s'est joué vraiment dans les toutes dernières courses, un peu à l'image de ce qu'on avait connu il y a 15 jours en championnat de France Superbike. Donc voilà, des Coupes de France qui ont baissé le rideau à Pau Arnos. Ça s'est super bien passé. Et puis, voilà. Puis il y avait, mais ça, je pense que c'est Stéphane qui nous en parlera le mieux, il y avait aussi le trophée Robert Doron, en hommage donc à Robert Doron, le patron de la concession Paris-Nord Moto, qui nous a quittés il y a quelques années à Manicourt suite à un accident justement en promo master. Effectivement, il y avait une course sur le circuit Carole, le circuit francilien qui appartient à la Fédération française de motocyclisme. Il y aura du supermotard aussi, le supermotard des Nations. Sur ce même circuit. Stéphane, alors, ce week-end, donc tu nous expliques le principe du trophée Robert Doron et ce que vous avez fait avec ton coéquipier. Ouais, le trophée Robert Doron, c'est un challenge qui est organisé à l'initiative de Laurie Frémy, Marc Mautret, son fils Éric Doron. Ils ont fait une course de fin d'année en l'honneur à Robert. Et donc, du coup, ça regroupe plusieurs courses. À l'intérieur, il y a donc championnat 1000, course 600, course 600, course 1000, course féminine. Il y avait un championnat belge aussi qui était là ce week-end et une endurance de 4 heures. Et toi, tu as participé à l'endurance de 4 heures, c'est ça, avec voilà, du coup, ça a été la grande première. Alors voilà, comme je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, ça fait plusieurs années que je sollicite la Fédé parce que j'estime que les meilleurs pilotes handi, au bout d'un moment, quand tu as gagné une fois le championnat, 2 fois le championnat, ont leur place. Alors pas en vitesse, parce qu'en vitesse, c'est compliqué pour les départs, tu es forcément obligé de partir dernier. Mais en endurance, soit tu fais ça avec un binôme valide, et dans ces cas-là, il peut prendre le départ comme tous les pilotes, et nous, on peut prendre les relais derrière. Ou là, on a fait carrément un équipage 100% handi. Donc là, vous êtes parti dernier.
on est parti dernier, on a fait une qualif, on était 17 équipages. Alors moi, je roulais avec une 1000 cm3, une GSX-R 1000, et mon coéquipier avec une R6. Moi, j'ai fait une 6.078 sur le circuit Tu as Carole. battu ton record personnel. Hein. Ouais, de 2 secondes. Ouais, Une 6 pour les amateurs de circuit, et en particulier du circuit Carole, ça va vite. Hein. Ça commence. Ouais, ça va vite. C'est un super chrono, Stéphane. Et donc, tu as fait une remontée. Vous avez fait une remontée de combien? De 9 places? Bah voilà, donc sur 17, on finit P8. Alors au départ, alors pareil, on a eu des conditions climatiques qui étaient assez dantesques le matin. On est parti sous vraiment de la pluie. On s'est fait des relais de 33 tours chacun. Donc, pareil, avec les handicaps, jamais j'aurais. Il y a quelques années, au bout de 15 tours, 10 tours même, j'étais à bout de force. Et là, j'ai appris ce que c'était l'endurance et gérer son stress, gérer sa course. En fait, c'est vraiment un sport d'équipe et c'était super intéressant à faire. Et quand tu es en piste sous le casque, tu commences à avoir des douleurs. De ne pas lâcher, de te remettre en question, de trouver des stratégies en fait, pour pouvoir relâcher, pour pouvoir te détendre, te remettre en question constamment. Ce 33 tours, c'est long quand même hein, sur le circuit Carole. Le circuit Carole. C'est très long et tu n'as pas du tout de temps de repos. Tu es tout le temps en train d'accélérer, tout le temps en train de freiner. Donc, autant dire que le bras droit, il est tout le temps sollicité. Le gauche, tu peux lâcher un petit peu dans les lignes droites et tout ça. Mais du coup, ça a été super intéressant. Et voilà, tous les deux avec nos handicaps respectifs. Et de plus que mon coéquipier, donc qui est amputé jambe gauche, plus un plexus brachial à gauche. Pas complet, mais il a une grosse perte de mobilité du bras gauche. Donc autant vous dire que lui était donc avec sa 600, on a fait une qualif donc en 1.06 pour moi, 1.08 pour lui. Et en course, moi j'étais régule en 1.08 et lui était régule en 1.10. Et on faisait nos meilleurs temps, ce qui est fou, en fin de relais. On descendait les chronos en fin de relais au bout de 30 tours. Donc, c'était vraiment intéressant. Et donc, nous, alors, ça a été un super challenge. Et puis, bah, c'est une preuve que, voilà, malgré l'handicap, on peut rouler parmi les valides et performer aussi. Très bien, Stéphane. On rappelle que tes tout premiers pas en compétition et devant le public, ça a été devant le public du Mans au Grand Prix de France. Hein. C'était il y a quelques années maintenant. Claude Michy t'avait offert la possibilité de faire un show et tu avais fait une roue arrière sur une piste mouillée. C'est ça. Détrempé, ouais. 2017, c'était. Alors, c'est vrai que je ne suis pas issu de la compétition moto. J'ai découvert ça après mon accident de moto, le circuit. Mais avant mon accident, je pratiquais l'acrobatie moto. Et effectivement, quand j'ai sollicité Claude en 2015, c'était en 2015 pour faire le show à l'occasion du Grand Prix de France moto. Et il m'a donné l'autorisation et on est arrivé sur une piste détrempée. Et ma moto n'était pas du tout équipée de pneus pluie et j'ai quand même voulu faire le show et ça a été un moment unique et d'ailleurs que je fais depuis 10 ans parce que chaque année je fais l'ouverture du Grand Prix de France et j'ai un immense plaisir à être sur la piste pour faire le spectacle. Merci Stéphane d'avoir été notre Juste pour terminer, David, pour dire que en fait l'équipage qui a gagné ces 4 heures, c'est Christophe Nisker et Gérald Muto qui ont gagné avec une petite particularité, c'est qu'ils sont quand même tombés 4 fois pendant la course. 3 fois Gérald et 1 fois Christophe en plus. Voilà, exactement. Gérald qui a participé au bol d'argent, il ne s'arrête jamais, Gérald. Hein, quand il est Gérald, c'est le mototaxi le plus rapide de France. Merci, messieurs, dames, pour ce débrief du Grand Prix de Thaïlande. Merci à tous d'avoir été présents. Dans 2 semaines pour le prochain débrief. Salut. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Salut. Salut Stéphane. Salut.